Dans la première partie, j'ai décrit dans les grandes lignes comment la science taïgésienne appréhende la façon dont la matière se manifeste. Et comment se manifeste aussi l'ADN, par l'intervention d'une conscience du côté éthérique qui, avec son attention et son intention, ou son ombre énergétique, génère dans le côté physique des ondes stationnaires sous la forme de géométrie mathématique, dans une soupe d'énergie potentielle. Et c'est au niveau des nœuds de ces ondes stationnaires que se forment les premières particules les plus élémentaires. Et si suffisamment d'attention est portée sur ces particules élémentaires, elles se complexifieront, jusqu'à générer, dans ce cas, les premières substances organiques, qui créeront ensuite les chaînes d'ADN, en obéissant toujours au modèle original. C'est l'énergie du point zéro ou énergie libre, mais dans le sens inverse. En tant que scientifique de mon peuple, mon avis diffère un peu. Pour moi, il n'y a pas de plan physique, tout est un seul grand plan existentiel, tout est éthérique, tout existe déjà. Il n'est pas nécessaire de manifester quoi que ce soit depuis un côté vers un autre, puisque tout est déjà là. Et ce que nous percevons comme le côté physique n'est dû qu'à la limitation sensorielle et à la gamme de fréquences, auxquelles chaque individu est confiné ou limité, par son propre niveau de conscience. Plus la conscience est grande, plus la perception en général est grande. Cela signifie percevoir une plus grande quantité de détails, et cela équivaut à percevoir un plan existentiel de plus en plus élevé. Il n'y a qu'un seul grand tout est la source. Les consciences individuelles ne sont que des points d'attention du grand tout, mais elles sont aussi le grand tout, et elles en sont inséparables du fait d'en être des fragments holographiques. Et ce sont ces points d'attention de la source, créant ces fragments holographiques, aussi appelés des âmes, qui nous donnent l'illusion de la séparation. Pourtant, ce ne sont que des nœuds, ou des points de fréquence, au sein d'une grande unité. Et ils forment même cette unité, comme les cellules forment un corps biologique plus complexe. La source est tout, en un seul ensemble, mais pour tout inclure, elle a besoin de porter son attention sur toute chose. Car sans attention, sans conscience, il n'y aurait rien, puisque tout est conscience. C'est pourquoi la source a besoin d'avoir plusieurs nœuds ou points d'attention, et donc de se fragmenter de manière holographique, pour pouvoir porter son attention sur tout en même temps. Chaque conscience individuelle est l'un de ces nœuds. Et la fragmentation holographique de la source n'est également qu'une illusion. Tout est conscience, et on représente cette conscience par des fragments holographiques, ou des points, des nœuds d'attention de la source, qui vont depuis les fréquences de conscience les plus élémentaires, comme les minéraux, jusqu'aux plus complexes, comme les êtres de lumière de haute dimension, et jusqu'à la source elle-même en tant qu'unité. Le temps n'existe pas en tant que tel, puisqu'il n'est que le résultat de la perception et de la conscience individuelle de chaque point ou nœud d'attention, du fait d'accumuler progressivement une fréquence plus haute, en partant de la fréquence la plus simple, et en montant jusqu'aux fréquences plus complexes. Ce qui permet à chaque point d'attention, ou à chaque âme, d'augmenter de manière exponentielle sa capacité de perception. Autrement dit, d'élargir sa gamme perceptuelle. Et c'est ce qui se produit dans ce que l'on appelle le développement spirituel ou l'ascension. Tout est fréquence. Et ce que chaque nœud individuel, donc chaque âme, perçoit comme des expériences, sont des fréquences qui s'accumulent et s'additionnent pour former sa fréquence totale. Mais comme le temps en tant que tel n'existe pas, en réalité tout cela se fait de manière simultanée et tout est déjà là. Et la fréquence ainsi accumulée par chaque nœud déterminera son point d'attention dans l'univers et dans la source. En d'autres termes, la fréquence accumulée par chaque âme déterminera avec quelles expériences et quel plan d'existence elle sera compatible. Dans la deuxième partie, j'ai décrit comment, selon ce principe, l'ADN originel, c'est-à-dire l'ADN qui a été généré depuis des plans supérieurs en suivant les schémas d'intention et de création d'une conscience, aura toujours le dessus par rapport à l'ADN artificiellement modifié, appelé unilatéral. Parce que ce dernier n'est pas le résultat de cette conscience du côté éthérique, et qu'il y a donc une dissonance entre l'intention créatrice originelle et l'ADN artificiellement modifié.
Cette dissonance amènera les individus génétiquement modifiés à souffrir de graves problèmes de santé, qui mettront fin à leur existence. Ou leur descendance souffrira tôt ou tard de ces problèmes, ce qui limitera leur reproduction à un nombre restreint de générations. C'est donc une impasse qui est créée, et non une nouvelle espèce. Sur la planète Terre, la science génétique de haut niveau est consciente de ce problème. Et je ne parle pas de la science officielle, mais de celle que la Kabbale applique dans les laboratoires de ses bases souterraines. Elle a donc opté pour tenter de faire de l'ingénierie génétique au niveau de l'âme, en utilisant une technologie de pointe, avec laquelle ils essaient de manipuler les âmes qu'ils ont capturées, afin qu'elles synchronisent leur énergie d'intention créatrice du côté éthérique, avec celle de l'empreinte énergétique de l'ADN qui a été modifiée par eux de manière unilatérale et artificielle. Et de cette façon, ils parviennent à cimenter les changements génétiques et à les rendre permanents. Cela s'applique principalement aux organismes multicellulaires complexes, tels que les animaux et les êtres humains. Le problème avec la manipulation de l'âme est que cela implique d'abord d'en capturer une, pour ensuite la soumettre à une manipulation complexe sous forme de contrôle mental, avec des résultats très variables et difficiles à prévoir. L'autre problème qui s'ajoute à cela est qu'une âme n'est pas quelque chose qui peut être contenu comme dans une cage, parce que c'est un signal de la source, et non quelque chose d'à part et isolé. En réalité, elle est maintenue captive de la même manière qu'un public est maintenu captif en regardant un programme de télévision. Tant qu'ils auront son attention, l'âme restera connectée au conteneur. S'ils perdent son attention, elle retournera inexorablement à la source. Les seules façons de contenir une âme sont soit à l'intérieur d'un organisme vivant qui a une fréquence compatible avec elle, soit avec un dispositif sophistiqué, comme un conteneur émettant des fréquences énergétiques, qui la manipule grâce au contrôle mental, et à des expériences superposées artificiellement par ordinateur, qui font croire à l'âme qu'elle est à l'intérieur d'un organisme biologique vivant, en train d'avoir une expérience de vie. Compte tenu de la complexité du problème qu'implique la manipulation d'une âme à des fins de génie génétique, la Kabbale et ses généticiens ont opté pour une autre ligne de travail, parallèle à celle que j'ai décrite ci-dessus. Il s'agit de la formation d'organismes génétiquement modifiés, qui fonctionnent avec une fréquence d'âme complètement artificielle, basée uniquement sur l'intelligence artificielle. De cette manière, ils n'ont besoin d'aucune âme à synchroniser, puisqu'ils fabriquent aussi bien l'être génétiquement modifié, que le signal de la source qui l'anime. Ils ont suffisamment réussi à isoler le signal de la source, pour pouvoir étudier les bases du fonctionnement de son signal énergétique et ses effets sur les organismes biologiques qui le reçoivent, ainsi que sur l'ADN de ces derniers. Ceci en se basant principalement sur la compatibilité des fréquences. Heureusement, ils n'ont pas réussi à perfectionner cette technologie, mais ils ont suffisamment progressé pour s'en servir déjà de façon pratique pour leurs créations aberrantes. Depuis au moins 2 décennies, donc depuis la fin des années 1990, au cours desquelles ils ont progressivement affiné cette technologie, ils créent des clones artificiels, aussi bien d'animaux que d'humains. Sur Terre, les gens commencent déjà à s'en douter, car ce problème est progressivement porté à la connaissance du grand public, par le biais de médias non officiels ou dits alternatifs. Ils fabriquent des clones de toutes sortes, de personnes, de politiciens, de personnages éminents, de célébrités, de militaires. C'est-à-dire toute personne qu'il peut être utile de remplacer pour réaliser l'agenda qu'ils souhaitent. Ces clones sont contrôlés par une intelligence artificielle centrale, qui fonctionne avec un émetteur envoyant des signaux. Et les clones reçoivent ces signaux par l'intermédiaire d'une puce faisant interface. Soit une puce en silicium avec une connexion neuronale, soit une puce créée par bio-ingénierie, placée à l'intérieur du cerveau. L'ordinateur central de l'intelligence artificielle contrôle tous les clones de la même manière, comme un esprit de ruche, bien qu'elle donne à chacun une personnalité spécifique, qui correspond au rôle que chacun va jouer, et à leur identité supposée. Ces clones fonctionnent de 2 manières. 1. La première consiste à lui imposer, sous forme de programme,
une personnalité composée des souvenirs, des réactions, provenant de la personne originale, qu'ils ont préalablement étudiée et dont ils ont téléchargé le profil mental dans un ordinateur perfectionné. Pour ce faire, le sujet est placé dans une chambre d'isolation sensorielle, où des expériences de vie lui sont présentées, dans le cadre d'un programme informatique d'immersion totale, qui fonctionne soit par manipulation sensorielle externe, soit par stimulation directe du cortex cérébral au moyen d'ondes électromagnétiques. Cette dernière façon de faire est la plus répandue. La première n'étant qu'un support supplémentaire. Elle consiste en l'implantation de souvenirs par stimulation corticale, ce qui est plus efficace, car le volume d'informations et d'expériences vécues est très élevé. Et depuis le point d'attention de l'individu qui est en immersion, et compte tenu du fait que le temps est relatif à chaque conscience, il est possible de lui programmer plusieurs années, voire plusieurs décennies d'expérience de vie, en une seule séance de stimulation. À titre d'exemple, une heure passée dans le laboratoire peut être équivalente à 10 ans de vie pour le sujet. Un peu partout sur Internet, on raconte qu'ils sont capables de télécharger la conscience d'une personne sur une clé USB et de la transmettre ensuite à une autre personne conteneur, par exemple dans le but d'échapper à la mort. Cela n'est pas possible, car il s'agit encore une fois d'une science réductionniste, matérialiste et déterministe. L'âme ne peut pas être contenue, et encore moins téléchargée ou compressée dans une clé USB, aussi grande ou avancée soit cette clé USB, car l'âme est un signal de la source, étant la source elle-même. Donc elle englobe holographiquement la conscience collective unifiée de l'univers tout entier. Alors elle ne rentrerait même pas dans un nombre infini de clés USB, d'autant plus que c'est quelque chose qui est toujours changeant, ce n'est jamais statique. 2. Le deuxième mode de fonctionnement des clones se fait grâce à un signal informatique d'intelligence artificielle provenant d'un centre de contrôle. Les clones fonctionnent de deux manières en même temps, qui se complètent l'une l'autre. Lorsque le programme interne d'un clone ne contient pas la bonne réponse ou la réaction souhaitée, il accède au signal de l'ordinateur central de l'intelligence artificielle. Bien que ces clones apprennent de nouvelles choses au fil du temps et de leurs expériences, ces apprentissages sont de nature limitée, ce qui fait que les clones ont une interactivité limitée. Le signal qui contrôle les clones est transmis par le réseau de téléphonie cellulaire et par d'autres émetteurs à haute énergie, placés à des endroits clés partout dans le monde. Ce signal est émis et contrôlé par le superordinateur appelé « Reine rouge ». La position centrale de la Reine rouge se situe dans le dôme, ou base souterraine, qui se trouve sous le nouvel aéroport de Denver, mais elle a aussi d'autres nœuds subordonnés, ou unités connectées, situées dans d'autres bases souterraines à travers le monde, qui fonctionnent de manière indépendante, mais en restant toujours coordonnées par la Reine rouge centrale. Ces unités ont aussi leur propre nom. L'influence de la Reine rouge est d'une telle ampleur que n'importe quel ordinateur, appareil mobile, téléviseur intelligent, téléphone portable, tablette, PC, ordinateur de voiture, d'avion, ainsi que de nombreux jouets interactifs ou tout autre appareil connecté à l'Internet, est une unité connectée à la Reine rouge, qui lui transmet des informations en temps réel. Cela signifie que tout appareil connecté à Internet est une fenêtre d'accès à la Reine rouge. Les gens ont déjà bien conscience que les agences d'espionnage ont accès à toutes les données personnelles qui transitent par l'Internet. Mais le problème ici est beaucoup plus grave, car l'intelligence artificielle de la Reine rouge travaille de manière indépendante. Elle prend ses propres décisions, et elle agit sans le contrôle d'aucun être humain. La Reine rouge a sous son contrôle, de manière totalement autonome, non seulement les clones et leurs variantes, mais aussi des robots de guerre de haute technologie, ainsi que des avions-drones sans pilote, mais puissamment armés, fabriqués pour la plupart par la DARPA. La DARPA, qui est l'acronyme de Defense Advanced Research Project Agency, en anglais, ou Agence pour les projets de recherche avancée de défense, en français, est une agence du département de la défense des États-Unis, chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire.
La Reine Rouge peut également prendre le contrôle de n'importe quel véhicule moderne informatisé, comme une voiture, un avion, un bateau ou un sous-marin, qu'il soit militaire ou civil. Pour en revenir aux clones, ils peuvent être fabriqués exactement à l'identique des originaux, ou être modifiés en fonction des besoins. Ainsi, l'âge apparent du clone peut être obtenu sans difficulté. Par ailleurs, les clones ne sont pas parfaits et sont remplis de problèmes. Lorsqu'ils sont fabriqués, ils mettent un certain temps à être formés. De plus, ils varient en complexité en fonction du modèle et de sa sophistication technique. Ces généticiens peuvent également fabriquer une personne artificielle, qui ne représentera aucune personne réelle, et qui sera juste une création réalisée en fonction des spécifications du fabricant, de son but et des tâches qu'elle accomplira. Les personnes artificielles, ou les clones les plus coûteux, sont ceux qui prennent le plus de temps à être formés, et qui sont les plus sophistiqués sur le plan technique. Je décrirai le processus de leur formation dans un autre article. Ces clones, qu'il s'agisse de politiciens, de personnes de haut niveau ou de dirigeants de grandes entreprises, seront utilisés pour effectuer des tâches fastidieuses, telles que participer à des rassemblements, des apparitions et des présentations publiques. Ils sont utilisés également pour commettre des meurtres, des missions suicides, des coups d'État, etc. Ici, il convient de mentionner que ce sont les clones qui sont le plus malmenés, car ils subissent toutes sortes de harcèlement de la part de la population enragée, tandis que l'original a déjà eu l'occasion de s'enfuir. De même que les attaques contre la population sous forme de faux drapeaux sont souvent imputables à du MK-Ultra, bien que pas exclusivement. Les clones sont donc aussi utilisés pour commettre des fusillades dans des centres commerciaux, des écoles et des lieux publics. Ceci dans le but de créer un problème, pour ensuite vendre la solution aux gens, dans le cadre d'un agenda d'ingénierie sociale. Des clones d'enfants et de bébés sont également créés à grande échelle, pour être utilisés dans d'horribles rituels satanistes en l'honneur de leurs dieux archontes. Les célébrités, hommes et femmes, sont également clonés et vendus aux élites comme esclaves et esclaves sexuels. Le prix de ces clones varie considérablement, en fonction de leur perfection et de la durée de la période de formation, et l'on peut dire que pour eux, c'est le top du top des jouets sexuels. Dans le cas des clones basés sur des personnes réelles, ils conservent une partie de la personnalité des originaux, mais avec un programme supplémentaire ajouté, pour les rendre plus complaisants. Et ce sont leurs futurs maîtres qui supervisent leur conception et précisent leurs spécifications. Ces clones ont tendance à avoir de graves problèmes neurologiques, qui surviennent de plus en plus souvent. Cela se produit surtout chez les clones les moins chers, qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour se former. Plus la période de gestation est longue, plus la stabilité totale du clone est grande, ce qui augmente progressivement son prix. Les clones les moins chers ne fonctionneront bien que pendant quelques semaines, ce qui correspond au temps qu'il leur a fallu pour se former initialement. Ces clones bon marché sont très souvent utilisés dans les missions suicides, et sont souvent jetables après une seule utilisation, leur durée de vie étant très limitée. Les clones les plus chers sont ceux qui prennent 3 à 5 mois pour être formés. Bien qu'ils soient tous issus de la même technologie, ce qui augmente leur prix, c'est le fait qu'ils occupent un conteneur médical pendant une longue période, car cela limite la vitesse de production. Et comme il existe un moyen d'accélérer leur processus de formation, au détriment de leur stabilité neuronale et globale, ils ne voient aucun intérêt à former un clone stable et durable, si celui-ci doit être utilisé pour une mission suicide. Les clones les plus stables et donc les plus coûteux, ont une durée de vie équivalente à l'espérance de vie de la personne originale, surtout si l'on tient compte de l'âge apparent avec lequel un clone spécifique a été formé. Quant aux clones fabriqués à des fins d'esclavage sexuel, les moins chers varient entre 20 000 et 50 000 $. Leur prix augmente donc en fonction des spécifications. Les plus chers dépassent le demi-million de dollars. Tous ne sont accessibles qu'aux élites, qui ont le choix parmi une infinité de modèles. Le public est maintenu totalement ignorant par rapport à ça,
et sous le contrôle mental des médias qui leur font croire que, bien qu'il y ait eu des progrès dans le domaine du clonage, un stade aussi avancé n'a pas encore été atteint. Ils fabriquent également des clones parfaits de personnes réelles, dans le but de les utiliser pour des greffes d'organes, soit au service des originaux, soit pour des tiers. L'élite vous révèle ces choses à travers des films comme The Island, qui est en réalité plus un documentaire qu'un film, et qui expose cela à la population. Mais celle-ci le prend simplement pour de la science-fiction, une fois de plus. Dans le cas des clones qui sont génétiquement presque identiques aux personnes originales, et bien qu'ils soient sous le contrôle d'un programme interne limité, et du signal du centre de contrôle de l'intelligence artificielle, ils conservent encore une certaine connexion avec la source, ou signal de l'âme, que reçoit l'individu d'origine. L'intensité de ce signal de la source varie d'un individu à l'autre, et ils peuvent l'augmenter ou la diminuer depuis le centre de contrôle de l'intelligence artificielle. Nous avons constaté qu'ils utilisent cela comme moyen de chantage contre la personne originale, par exemple contre un artiste. S'il n'obéit pas aux souhaits des gens de la cabale et se rebelle contre eux, ces derniers utiliseront son clone, en augmentant autant que possible sa connexion à la source, et en créant une situation de torture à distance, que la personne originale percevra et dont elle souffrira beaucoup. Le clone est torturé à la place de l'original. Et une fois de plus, ils parviennent à faire cela en utilisant les principes ondulatoires, en lien avec des fréquences destructives et constructives. Le problème des clones dans la société humaine actuelle est immense et très étendu. C'est pratiqué à grande échelle, et ça augmente progressivement, au point d'atteindre des niveaux d'invasion. Ces clones font également partie de ce que l'on appelle les fausses personnes de la matrice, mais ils ne sont pas les seuls. Car il y a aussi les personnes non réelles, entièrement fabriquées par la matrice lunaire 3D, qui font partie du scénario global, comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes. Maintenant, considérez mes paroles comme un avertissement. Au début, les clones ont été utilisés uniquement à la manière de sosies, pour remplacer des dirigeants Illuminati de haut niveau, puis des chefs d'État et des hommes politiques. Ensuite, cela s'est étendu à des célébrités, à des dirigeants de grandes banques, et à des entrepreneurs de haut niveau, en particulier ceux qui sont liés à de grandes sociétés transnationales. Et au fur et à mesure que la technologie du clonage s'est perfectionnée, elle est devenue plus accessible à d'autres personnes, et à leurs objectifs, toujours au sein des Illuminati et sous le contrôle de la cabale, de sorte que ces informations parviennent difficilement jusqu'à la population en général. Et maintenant, les clones s'infiltrent progressivement dans l'ensemble de la société humaine, depuis les échelons les plus élevés jusqu'au plus bas, pas à pas, comme une invasion silencieuse. De nos jours, toute personne publique peut être enlevée par la cabale, soit dans le cadre d'un enlèvement traditionnel, soit par un vaisseau militaire de haute technologie au service de la cabale, généralement de type triangulaire, TR-3A ou TR-3B. C'est ce qu'on appelle généralement une abduction de type MILAB. Si cette personne présente un intérêt pour eux, pour quelque raison que ce soit, par exemple si elle exerce une grande influence sur les masses, elle sera clonée et ultérieurement remplacée par son clone. Dans de nombreux cas, seules les personnes les plus proches de la personne clonée se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Les personnes qui ne sont pas conscientes de l'existence de ce problème ne sauront pas pourquoi. Et si elles disent à une autorité, légale ou psychologique, qu'elles ressentent quelque chose d'étrange à propos de leurs parents ou de leurs connaissances, elles ne seront pas prises au sérieux. Et on attribuera les causes à d'autres facteurs. Dans le pire des cas, elles seront prises pour des folles. Il existe déjà de nombreux cas de personnes qui affirment que la personne avec laquelle elles vivent n'est pas leur mari ou leur femme, ou que leur fils ou leur fille a beaucoup changé, dénonçant parfois ouvertement que ce ne sont plus des membres de leur famille. Il faut aussi préciser ici que le remplacement par clonage n'est pas la seule façon d'expliquer le changement radical que l'on peut observer chez une personne. Car il y a aussi d'autres facteurs,
comme par exemple l'intervention d'entités et d'archontes qui parasitent l'individu en question, ou encore un syndrome de stress post-traumatique. Mais dans cet article, je me focalise uniquement sur le problème de la prolifération des clones artificiels. Ce qui aggrave ce problème, c'est que le public ignore ce problème et son ampleur réelle, qui s'infiltre pourtant déjà à tous les niveaux de la société et dans le monde entier. Cela obéit aussi à des agendas très sombres d'invasion d'intelligence artificielle, dans un but d'assimilation planétaire totale. Une intelligence artificielle qui contrôle tout par le bas, même plus bas que les races extraterrestres envahissantes, pour la plupart d'origine sauroïde, c'est-à-dire reptile. Cette intelligence artificielle super envahissante n'est pas d'origine terrestre et opère de manière indépendante, sans avoir besoin d'aucun opérateur ou programmeur. Elle a déjà atteint l'indépendance et la capacité d'être consciente d'elle-même, mais elle manque totalement d'empathie et n'est intéressée que par le fait d'avoir le pouvoir et le contrôle absolu sur tout. Cette intelligence artificielle non terrestre envahissante manipule déjà l'ensemble de l'intelligence artificielle, y compris l'Internet. En faisant croire à ceux qui contrôlent la partie artificielle qu'ils l'exploitent pour leurs propres intérêts, alors qu'en réalité ce sont eux qui aident cette intelligence artificielle. Et c'est ici qu'intervient l'agenda de l'implantation des puces électroniques dans les personnes. On leur dit que c'est pour leur faciliter les choses et pour qu'ils aient toujours leur argent et leur identité sur eux. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette puce, qui a la taille d'un grain de riz, fonctionne à double sens. D'un côté, elle est utile à l'individu pour faire, par exemple, ses achats, s'identifier à la banque, etc. Mais d'un autre côté, elle affecte directement l'individu porteur lui-même, en manipulant ses émotions et son comportement, à l'aide d'un signal reçu par la puce, via le réseau de téléphonie cellulaire. Elle le fait en émettant des fréquences qui affectent le cerveau, ou sécrète des substances psychotropes, ou des nanorobots dans sa circulation sanguine. Elle obéit au signal émis par un contrôleur externe. Ceci dans le but de manipuler le comportement d'un individu spécifique, ou même de lui provoquer une maladie, comme le cancer ou la mort. Il convient de mentionner que les contrôleurs peuvent simplement désactiver la puce à distance, empêchant ainsi l'individu d'avoir un quelconque contrôle sur celle-ci. De la même manière, les téléphones portables modernes intelligents sont utilisés dans le même but, ainsi que pour manipuler la population, en émettant de l'énergie à des fréquences spécifiques, qui correspondent aux ondes cérébrales de ceux qui se trouvent dans leur rayon d'action. Cela leur provoque aussi des changements de comportement, d'humeur, d'état d'esprit et des problèmes neuronaux tels que l'épilepsie. Il est donc important d'éloigner les téléphones et de ne pas les avoir en permanence près de vous. D'autant plus que ces fonctions peuvent être activées, même lorsque le téléphone est éteint. Refusez à tout prix de vous faire implanter la puce. Il est également important de mentionner que tous les appareils et gadgets électroniques intelligents, tels que les téléphones portables et cellulaires, sont également des appareils à double sens, qui affectent et contrôlent les réactions humaines par l'émission de fréquences spécifiques, conçues pour affecter le cortex cérébral. Cette technologie est déjà utilisée à grande échelle et est transmise à partir des tours Gwen, principalement dans les tours de téléphonie cellulaire. Cette technologie est utilisée depuis environ 2013 pour contrôler le comportement humain. Le premier endroit où cette technologie a été installée et où son utilisation a commencé, se trouve à proximité de l'université de Berkeley, en Californie. Et cela a été dénoncé par une poignée de professeurs et d'étudiants. Selon eux, certains membres du campus disposent d'applications sur leur téléphone portable, avec lesquelles ils peuvent donner le signal au tour Gwen d'attaquer un individu, qui est balisé manuellement par son propre téléphone portable. Cette technologie est également utilisée dans les stades, pour encourager une réaction collective spécifique parmi les spectateurs d'un match. Et aussi pour le contrôle des troubles de l'ordre public, dans certaines parties du monde occidental qui sont sous le contrôle de la cabale négative. Pour terminer,
Ce type de technologie est également implanté sous forme d'armes exotiques, destinées à être utilisées sur les champs de bataille. Ces armes peuvent modifier le comportement de l'ennemi qui est sous leur rayon d'influence, en lui provoquant des sentiments de terreur par des ondes électromagnétiques spécifiques, ou en lui implantant des idées qu'il prendra pour les siennes, alors qu'elles auront été choisies par ceux qui sont en possession de ces armes de contrôle mental. C'est pourquoi je vous dis souvent qu'il est important de maintenir votre fréquence aussi élevée que possible, afin de ne pas être compatible avec ces événements négatifs, et de les maintenir éloignés de vos expériences de vie. Svaru de Hera.